Bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Alors, nous sommes en chimie et nous allons nous intéresser au chapitre 11. Nous venons voir ce qui se passait au niveau du noyau, au niveau des forces et interactions au niveau du noyau avec le chapitre 10 sur la radioactivité. Et maintenant, chapitre 11, nous nous intéressons aux forces et interactions à l'échelle de la molécule. Petit plan pour commencer. Donc, on va d'abord s'intéresser à la liaison covalente, avec plein de trucs dedans. Et ensuite, on va regarder les molécules qu'on a formées ainsi, quelle est leur géométrie. Et on va regarder une isomérie un peu particulière, enfin une isomérie spatiale ZE. Donc, grand A, la liaison covalente. Pour voir ce que c'est qu'une liaison covalente et tout ça reste, il faut s'intéresser d'abord à la règle du duet et de l'octet. Parmi les éléments chimiques connus, donc une famille d'éléments chimiques, présente des propriétés très particulières. Cette famille d'éléments chimiques s'appelle la famille des gaz rares. Donc la famille des gaz rares, ou des gaz nobles, ou des gaz parfaits. Je vais mettre le gaz noble. Pourquoi ils présentent des propriétés très particulières ? Parce que notamment, ils sont très très stables, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas avec les autres espèces chimiques, ils sont stables. Alors, prenons les trois premiers, donc l'hélium, le néon et l'argon. Donc ces trois gaz nobles sont très très stables. Et quand on regarde leur structure électronique, donc ici, leur structure électronique, on remarque que leur couche externe, ici la couche K, ici L et ici M, donc leur couche externe est remplie. Donc, on va pouvoir généraliser et dire que pour être stable, les atomes tendent à remplir leur couche externe. C'est-à-dire que pour les atomes qui ont peu d'électrons, jusqu'à 4, ils vont obéir à la règle du duet. Donc ils vont s'arranger pour que leur couche externe, pour avoir 2 électrons sur leur couche externe. Tous les autres vont obéir à la règle de l'octet. Donc ils vont tendre à avoir 8 électrons sur leur couche externe. Donc tout le but des atomes dans le reste de cet exposé sera comment ces atomes peuvent avoir 8 électrons sur leur couche externe. Donc hélium, néon, argon, c'est facile, ils suivent déjà ces règles, donc ils ne réagissent pas, ils sont stables de cette façon-là. Donc les gaz nobles, ils ont déjà le bon nombre d'électrons sur leur couche externe. Mais que va-t-il se passer pour les autres éléments chimiques ? Donc prenons par exemple le lithium. Donc le lithium, lui, il n'a qu'un électron sur sa couche externe. Et bien tout simplement, dès qu'il en aura l'opportunité, il va perdre cet électron et donc il va devenir un anion. Donc comme il va perdre un électron, il va devenir Li+. Cl-, lui il a 7 électrons sur sa couche externe, donc le but c'est d'en avoir 8. Donc simplement, dès qu'il va pouvoir en trouver un, eh bien il va le prendre, et donc il va devenir un ion, Cl-. Donc Cl- et Li+ sont des ions qui ont 8 électrons sur leur couche externe, ils respectent la règle d'octet, ce sont des ions stables. Donc ça c'est la première façon, c'est de faire des ions. Il y a une autre façon qu'on va voir, parce que par exemple l'hydrogène et l'oxygène ne forment pas d'ions, mais pourtant on voit bien qu'ils n'ont pas leur couche externe remplie. Donc que vont devenir l'hydrogène et l'oxygène ? Eh bien, ils vont tout simplement faire des liaisons covalentes. Donc une liaison covalente, c'est tout simplement 2 atomes qui mettent en commun leurs électrons. Donc H, il a un électron sur sa couche externe. Donc H, il a un électron. H, il cherche donc à avoir 2 électrons sur sa couche externe pour pouvoir respecter la règle du duet. Donc il va rencontrer un deuxième H et ils vont mettre en commun leurs électrons en formant une liaison covalente. Donc cette liaison covalente est composée des 2 électrons, mais ils sont mis en commun. Donc chacun apporte 2 électrons et chacun voit 2 électrons. Donc c'est pour ça que les électrons doivent être au milieu. Donc comme les électrons doivent être au milieu et que les H sont près des électrons, ça crée un lien entre les deux. Ce lien on appelle la liaison covalente.
on remarque qu'on a formé donc une molécule, grâce à cette liaison covalente, de H, et cette molécule, ça va être la molécule de dihydrogène, on pourra écrire également en formule brute H2. Donc voilà comment se forme le dihydrogène. Donc H2, règle du S, c'est assez facile. Passons à un cas un petit peu plus compliqué, O. Donc O, lui aussi, il lui manque des électrons sur sa couche externe. Il en a 6 et il en voudrait 8. D'accord? Puisqu'il respecte la règle de l'octet. Alors, il lui faut donc 2 électrons de plus. Par exemple, il va croiser un deuxième oxygène. Il va mettre un électron en commun. Chacun d'entre eux va mettre un électron en commun. Ça va faire une première liaison covalente. Ensuite, il lui faut un deuxième électron, donc il va mettre le deuxième électron en commun. Et ça va donc faire une deuxième liaison covalente, avec ces 2 petits électrons là aussi. D'accord? Donc, 2 liaisons, on appelle ça une liaison double. Une liaison double. D'accord? Bon, il a pris ces 2 électrons, mais vous voyez bien que O, il avait 6 électrons sur sa couche externe. Donc il y en a 2 qu'il a mis en commun, 1 et 2 qu'il a mis en commun avec l'oxygène, mais il y en reste 4. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Eh bien, les électrons, ça va par 2. Donc il va garder ces 4 électrons autour de lui, mais ils vont se mettre par 2 et ils vont faire ce qu'on appelle donc 1 et 2 électrons, 1 et 2 électrons. On appelle ces électrons qui restent autour de l'oxygène, qui ne servent pas à faire une liaison, un doublet non liant. Doublet non liant. De la même façon, l'autre atome d'oxygène va lui aussi avoir 2 doublets non liants. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que de manière générale, les atomes à qui il manque des électrons, ils vont former autant de liaisons qu'il leur manque d'électrons, et le nombre d'électrons qui leur reste, ils vont les assembler par 2 pour faire des doublets non liants. Vous devez savoir combien de liaisons, combien de doublets liants, combien de liaisons un élément chimique peut former. Donc, première façon, vous faites la structure électronique et vous regardez la couche externe, et vous voyez combien d'électrons il lui faut pour arriver jusqu'à 8 ou jusqu'à 2 pour le cas de l'hydrogène. Deuxième solution, vous regardez le tableau périodique des éléments. Donc on sait que tous ces éléments-là ont un électron sur leur couche externe, ceux-là 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ceux-là 8. Donc comme ceux-là, 8, 2 pour l'hélium, mais 8 pour les autres. Comme ceux-là, ils ont déjà 8, ils ne vont pas réagir. C'est les gaz nobles. Tous ceux-là, ils ont 7 électrons sur leur couche externe, donc il leur manque un électron pour arriver à 8, donc ils vont faire une liaison. Une liaison covalente. D'accord? Ceux-là, ils vont 6 électrons sur couche externe, donc ils vont faire 2 liaisons. Ceux-là, 3 et ceux-là, 4. Donc vous devez savoir que le carbone, le silicium et le reste font 4 liaisons. L'azote, le phosphore, il en reste 3. L'oxygène, le soufre, 2. Et tous les halogènes en font une seule. Maintenant qu'on a vu cette question covalente, on va voir ce que c'est que la représentation de Lewis d'une molécule. La représentation de Lewis, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on avait dessiné dans le cas de l'oxygène. Donc les éléments sont représentés par leur symbole. On va voir les doublets liants ou les liaisons qui vont être entre les atomes, comme ça, et les doublets non liants autour des atomes. D'accord? Ça, c'est des doublets non liants. Et en bleu, vous avez les doublets liants. Donc là, comme il y a liaison, ma liaison est formée de 2 doublets liants, on a appelé cette liaison une liaison double.
Dans le cas de H2, on a une liaison simple. On peut avoir jusqu'à des liaisons triples qu'on dessine comme ça. D'accord ? Par exemple, dans le cas du diazote. Donc, vous devez être capable de représenter ces formules de Lewis, donc avec les liaisons et les doublets non liants. Donc, comment faire ? On va voir ça tout de suite. Donc, comment déterminer la représentation de Lewis ? Donc, première étape, c'est là où nous sommes. On va regarder le nombre de doublets liants et de doublets non liants pour chaque atome. Donc, premier exemple, l'éthanol. Donc, le premier atome, c'est l'atome de carbone. L'atome de carbone, il a 4 électrons sur sa couche externe. Il lui en faut 8, il lui en manque 4, et bien il va faire 4 liaisons. Donc, comme il a 4 électrons sur sa couche externe et qu'il fait 4 liaisons, tous ces électrons seront dans des doublets liants. L'hydrogène, on l'a vu, il a un électron sur sa couche externe, mais il respecte la règle du duel, donc il va faire une liaison. Il a un électron qui fait une liaison. Voilà. Et tous ces électrons seront dans des liaisons. L'oxygène, il a 6 électrons sur sa couche externe. Donc il en manque 2, il va faire 2 liaisons. Comme il a 6 électrons et il y en a 2 qui vont faire liaison, il va lui en rester 4. Donc ces 4-là vont se répartir en 2 doublets qui vont être non liants. Donc pour le phosgène, le carbone, on l'a vu. Donc 4 liaisons. L'oxygène, on l'a vu. 2 liaisons, 2 doublets non liants. Et le chlore, donc le chlore, il a 7 électrons sur sa couche externe. Donc il va vouloir arriver jusqu'à 8, donc il va faire une liaison. Sauf que il a 7 électrons sur sa couche externe. Il y en a un qui fait une liaison, il lui en reste 6. Ces 6-là vont se mettre par 2 et ils vont faire 3 doublets non liants. Donc le chlore, une liaison, 3 doublets non liants. Donc deuxième étape, on va dessiner les atomes, on va les relier entre eux avec le bon nombre de liaisons, donc le nombre de liaisons qui correspond à ce qu'on a fait à l'étape 2. Donc, premier exemple, l'éthanol. On a un carbone avec 4 liaisons, un autre carbone avec 4 liaisons, un oxygène avec 2 liaisons. Il nous reste donc les 6 hydrogènes à mettre. Donc les hydrogènes ne faisant qu'une seule liaison, ils se mettent forcément en bout de chaîne. On ne peut pas les accrocher à autre chose. Ils terminent forcément la chaîne. Donc voilà pour l'éthanol, les liaisons de l'éthanol. Le phosgène, donc il y a un carbone qui va donc faire 4 liaisons. On a 2 chlores, chacun des chlores fait une liaison. Donc, ils sont forcément accrochés là. Et donc il nous reste l'oxygène qui fait 2 liaisons et le carbone qui fait 2 liaisons. Donc ces 2 liaisons, elles vont être tout simplement entre le carbone et les chlores. Donc troisième étape, une fois qu'on a fait le schéma, on rajoute tout simplement les doublets non liants. Donc éthanol, on se rappelle que le carbone et l'hydrogène n'ont pas de doublets non liants. Il y a juste l'oxygène qui a des doublets non liants. Il en a 2 qu'on va dessiner. Pour le phosgène, on se rappelle que le chlore a 3 doublets non liants. On va les mettre. Et l'oxygène, il en a 2. Il ne reste plus que la dernière étape, la quatrième. On vérifie bien qu'on a fait les choses correctement et que donc que chaque atome respecte la règle qu'il doit suivre, donc soit la règle de l'octet, soit la règle du doublet. Pour le cas d'éthanol, chacun des hydrogènes est entouré d'un doublet, donc il respecte tout la règle du duel. Les carbones et l'oxygène respectent la règle de l'octet, donc ils doivent être entourés de 8 électrons, donc de 4 doublets. Celui-là, cet atome de carbone est entouré de 4 doublets, il respecte la règle de l'octet. Celui-là, 4 doublets, c'est bon. L'oxygène est entouré de 2 doublets liants et 2 doublets non liants, il respecte la règle de l'octet. Donc, la première formule de Lewis, représentation de Lewis, et OK. Le phosgène maintenant. Le carbone, 4 doublets liants, 4 liaisons, ça fait 8 électrons, il respecte bien la règle de l'octet. Le chlore maintenant, celui-là, il a un doublet liant, 3 doublets non liants, ça fait 4 doublets, 8 électrons, tout va bien. De même pour celui-là, 3 doublets liants, 1 doublet liant, règle de l'octet, tout va bien. L'oxygène, il est entouré de 2 doublets liants et 2 doublets non liants,
il respecte également la règle de l'octet. Donc, cette molécule, cette représentation de Lewis pour cette molécule est OK. Et voilà, c'est tout simple. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, le cas simple, c'est j'ai un atome A qui fait une liaison covalente avec un autre atome A. Donc, ils mettent en commun leurs électrons. Donc, les électrons sont quelque part par là. Tout va bien. Le problème est symétrique. Le problème, donc, les électrons sont au milieu. Les choses vont se corser quand A va plus être lié à un autre A, mais à un atome B. Les atomes n'auront pas les mêmes caractéristiques, notamment un des deux va sûrement plus attirer à lui les électrons que l'autre. Donc, si c'est B qui attire les électrons vont être plus de ce côté-là. Et donc, on voit que la molécule n'est plus symétrique. La liaison n'est plus symétrique, la liaison n'est pas molécule. Cette capacité qu'ont les atomes à attirer les électrons, ça s'appelle l'électronégativité. Donc, ici, B attire plus les électrons que A, il est donc plus électronégatif. Donc ça, c'est B qui est plus électronégatif. D'accord ? Donc, plus un atome attire les électrons près de lui, plus il est électronégatif. Comment savoir si un atome est plus électronégatif qu'un autre? Eh bien, on regarde, par exemple, cette image. Donc, c'est le tableau périodique. Et donc là, vous avez l'électronégativité de chaque élément dans une échelle. Voilà. Donc, on voit que le plus électronégatif, c'est le fluor. Il est presque à 4. Et donc là, on a des atomes qui sont très très peu électronégatifs. Donc le fluor très électronégatif va attirer très fortement les électrons à lui, tandis que les atomes, par exemple de potassium, va très peu attirer les électrons. On remarque que de gauche à droite, l'électronégativité augmente. D'accord ? Les atomes de droite, quand j'ai deux atomes, celui de droite est toujours plus électronégatif que celui de gauche. D'accord ? Donc, à droite, c'est plus électronégatif. On remarque également que plus on monte, plus c'est électronégatif. Plus on monte, plus c'est électronégatif. Donc, ça veut dire que le fluor et le chlore, le fluor étant plus haut que le chlore, c'est le fluor le plus électronégatif. Donc, on va voir une sorte de convergence comme ça, c'est-à-dire que là, on va avoir les éléments les moins électronégatifs, et là, on va avoir les éléments les plus électronégatifs. Donc, le fluor est l'élément chimique le plus électronégatif. Ensuite, on a l'oxygène et le chlore qui sont assez électronégatifs. Et on voit que notamment l'hydrogène et le carbone sont à peu près autant électronégatifs l'un que l'autre. Donc, on voit également dans ce tableau que les gaz nobles n'ont pas d'électronégativité, simplement parce qu'on dit qu'ils ne réagissaient pas. Ils ne font pas de liaison chimique, donc ne faisant pas de liaison chimique, le concept même d'électronégativité n'a pas de sens pour eux. Donc, ils sont en gris. Donc, imaginons un atome A relié à un atome B. Si B est plus électronégatif que A, il va plus attirer les électrons à lui. Donc, les électrons vont être plus du côté de B. Or, les électrons, ils sont chargés négativement. Donc, tout va se passer comme si B était un peu chargé négativement. On va dire qu'il porte une charge. C'est une petite charge qui est plus petite que la charge élémentaire, puisqu'il n'a pas arraché d'électrons. Petite charge qu'on va appeler delta. Et comme les électrons sont négatifs, B porte une charge delta moins. La molécule étant globalement neutre, électriquement neutre, A est forcément chargé delta plus. Donc on voit que quand un atome est plus électronégatif que l'autre, on a apparition de charges partielles. Et bien cette liaison-là qui est asymétrique, ça s'appelle une liaison polaire. Donc une liaison polaire, c'est quand
un atome plus électronégatif qu'un autre atome sont reliés ensemble. La liaison devient asymétrique. Les électrons sont près de l'atome le plus électronégatif. Apparition de charge partielle et d'une liaison dite polaire. Première sorte, liaison covalente apolaire. Donc apolaire, ça veut dire qui n'est pas polaire. Donc on a une liaison symétrique, par exemple AA. Les électrons sont parfaitement au milieu. Il n'y a pas ni de charge partielle sur A, ni sur l'autre A. Donc elle est apolaire. D'accord, complètement symétrique. Le doublet est équitablement réparti. Par exemple, H2. Voilà. H, au milieu, c'est symétrique. On a vu également, vous vous rappelez, que le carbone et l'hydrogène ont la même électronégativité. Donc en fait, la liaison CH est également apolaire, puisque comme ils ont la même électronégativité les deux, les électrons vont être au milieu. Donc liaison apolaire. CH est apolaire. À retenir, ça vous sera très utile pour la suite. CH apolaire. De même, toutes les liaisons CC sont apolaires. Deuxième type, la liaison covalente polaire. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, O, H. Donc O est plus électronégatif que H. Donc les électrons vont être du côté de O. Et donc O va être chargé delta moins et H va être chargé delta plus. Autre exemple, N, H. Donc là, cette fois-ci, c'est N qui est plus électronégatif, donc qui va être chargé delta moins et H delta plus. Dernier exemple, c'est O. Donc cette fois-ci, c'est O qui est plus électronégatif, donc qui va être chargé delta moins, et C va être chargé delta plus. Dernier cas, la liaison ionique. Dans certains cas extrêmes, un atome est tellement plus électronégatif que l'autre, donc par exemple Na avec Cl. Cl est tellement plus électronégatif que Na qu'il va carrément arracher l'électron, donc il va être entouré d'un doublet liant supplémentaire, et Na a carrément perdu son électron. Donc en fait, tout se passe comme si on avait deux ions, Na plus et Cl moins. Donc la charge ici n'est plus de delta, Cl il est chargé moins E, Na est chargé plus E. Donc cette liaison, tout se passe comme si on avait deux ions, c'est tout simplement une liaison ionique. Et voilà, nous avons tous vu tout ce qu'il y avait à voir sur la liaison covalente en première S. Donc maintenant, on va s'intéresser à la forme des molécules. Donc une fois établie la représentation de Lewis d'une molécule, on va pouvoir déduire dans des cas simples sa géométrie. Pour cela, à la base de tout ça, il y a une règle, donc la règle de la répulsion minimale des atomes. Quelle est cette règle? Simplement que les doublets, liants ou non liants, sont faits d'électrons. Ces électrons sont chargés négativement. Donc les doublets vont se positionner dans l'espace de sorte à toujours minimiser la répulsion électrique. Donc minimiser la répulsion électrique. Donc concrètement, puisque les doublets sont formés d'électrons, ils vont se mettre le plus éloigné les uns des autres. Doublets, ils vont être le plus éloignés possible les uns des autres. Le plus éloigné possible les uns des autres. Donc, dans notre cas, les atomes vont respecter la règle de l'octet. Ils vont donc être entourés de 4 doublets. Qu'est-ce que ça va faire comme géométrie? On a donc 4 doublets. Ces doublets vont donc se repousser au maximum, de telle façon, voilà, au maximum. Donc si on fait en sorte que les doublets se repoussent au maximum, donc pour avoir l'angle entre les doublets maximal, on trouve que cet angle-là est de 109 degrés, et qu'en fait les doublets
vont se répartir de façon à former un tétraèdre. Tétraèdre. Donc, que vous avez ici. Donc, l'atome central et les 4 doublets. C'est des dédoublés liants, donc vous avez donc le doublet et l'atome auquel il est lié au bout. Donc ça, c'est un tétraèdre. Nous avons aussi des atomes dans lesquels il y a 4 doublets, mais il y a une liaison double et 2 liaisons simples. Donc on voit que si on a une liaison double et 2 liaisons simples, on va avoir une molécule plane. D'accord, avec un angle de 120 degrés ici, entre les doublets. Voyons voir ce que ça donne sur des exemples. Premier exemple, le plus simple, CH4. Donc on commence par faire la représentation de Lewis. Donc on dit un atome central de carbone entouré par 4 doublets liants, les hydrogènes, à chaque bout. Donc là on voit qu'il n'y a pas de doublet non liant. Donc on va voir tout simplement le carbone au centre du tétraèdre, sur chacun des sommets de la pyramide. Donc le tétraèdre, hein, vous voyez bien, c'est une pyramide à base triangulaire. D'accord ? Chaque triangle est équilatéral. Et donc on a le carbone au milieu, les hydrogènes sur les sommets et les liaisons qui donc sont comme ça. Donc une pyramide à base triangulaire, un tétraèdre. Donc voilà pour CH4. Donc voilà à quoi ressemble CH4, géométrie. Si on le représente dans une représentation spatiale, comme ce qu'on a fait en TP avec les modèles moléculaires, on obtient ceci. Donc ceci, ça vous rappelle des souvenirs avec le carbone en noir et les 4 hydrogènes en blanc. On voit bien que c'est la même chose que ce que j'ai dessiné ici. Deuxième exemple, l'ammoniac, que vous connaissez bien, ou NH3. Donc première étape, représentation de Lewis. Donc on a, on a au centre un atome d'azote qui fait 3 liaisons. Donc l'atome d'azote fait 3 liaisons avec 3 hydrogènes et un doublet non liant. Donc si on met ça dans le tétraèdre, on va voir l'atome d'azote, les 3 hydrogènes aux 3 sommets d'une pyramide. Et maintenant, si on dessine les doublets, on a un doublet liant ici, un doublet liant ici, un doublet liant ici et un doublet non liant qui va se mettre dans cette direction-là. Donc on est toujours dans un tétraèdre, 3 doublets liants, un doublet non liant qui occupe un tétraèdre. Sauf que bien évidemment, nous ce qu'on va voir, ça va être uniquement les atomes. D'accord ? Donc quand on va dessiner la molécule dans l'espace, on va obtenir ceci. Donc l'ammoniac avec le même atome d'azote et les 3 hydrogènes. Là. Donc on voit que là, même si les doublets sont inscrits dans ce tétraèdre, la molécule n'est plus tétraédrique, mais la molécule est une molécule pyramidale. Pyramidale. Parce qu'il y a un doublet qu'on ne voit pas. Pyramidale. Donc NH3 est pyramidale. Troisième exemple. Et voilà une molécule que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis votre plus tendre collège. J'ai nommé H2O. Donc première étape, représentation de Lewis. L'oxygène fait 2 doublets liants avec au bout 2 hydrogènes. Et aussi 2 doublets non liants. Donc maintenant on l'inscrit dans le tétraèdre. Donc l'oxygène au centre. 2 hydrogènes sur 2 sommets. Et si maintenant on met les doublets, on va avoir 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Ce qui fait que quand je vais voir ma molécule, je vais la voir coudée. Je vais pouvoir la représenter ainsi. Et donc on retrouve la molécule que vous connaissez depuis tout le temps, donc qui est la molécule d'eau, qui est une molécule coudée. Et donc, avec
Cisadure, que vous connaissez bien, molécule, donc plane, coudée. Voilà pourquoi l'eau est coudée. Donc on a donc fait les 3 cas où les atomes sont entourés par 4 doublets indépendants. Il nous reste le cas où l'atome est entouré de 2 doublets, 2 doublets liants et un doublet, deux liaisons doubles, 2 liaisons simples et une liaison double. Donc prenons comme exemple le méthanal. Donc CH2O. Donc formule de Lewis, un carbone avec 4 liaisons doubles, 2 liaisons simples qui donnent sur les hydrogènes, une liaison double qui donne sur un oxygène et 2 doublets non liants. Donc, si on se rappelle de ce qu'on a vu, les doublets vont se repousser au maximum et donc on va avoir une molécule plane. Donc, les 4 atomes sont dans le même plan. Donc, la représentation spatiale ressemble à ça, parce qu'elle est plane. Si on le fait un modèle moléculaire comme ce qu'on a vu en TP, on obtient ceci. On obtient ceci, avec 4 atomes dans le même plan. Donc 2 liaisons simples, ici une liaison double. Donc, vous voyez la géométrie des molécules que vous devez connaître en première S. Donc, voilà pour la géométrie. Donc, on va s'intéresser à une isomérie spatiale ZE. Qu'est-ce que c'est et comment la caractériser? Donc, qu'est-ce que l'isomérie géométrique? Donc, prenons par exemple 2 carbones. Si ils sont chacun reliés à, par exemple, un hydrogène, 2 hydrogènes et 2 de carbone, on va appeler ça R, et de l'autre côté, un hydrogène, un autre hydrogène et un plus. Donc là, on voit la chaîne carbonée. Ici, il y a une liaison simple. Donc, il y a une liaison simple, ça veut dire qu'elle va pouvoir tourner. Donc, la place de l'hydrogène et où est l'autre R, donc où est le carbone, la suite de la chaîne carbonée, ça va tourner. Donc, on ne va pas pouvoir parler de... donc, la place pourra changer et il n'y aura pas vraiment de caractérisation. Si maintenant on n'a plus une liaison simple mais une liaison double, donc on a un carbone, doublement un autre carbone, donc plus qu'un seul H. Donc là, l'autre carbone, la suite de la chaîne carbonée. Et donc de l'autre côté, soit on met le suite de la chaîne carbonée ici, soit on met la suite de la chaîne carbonée ici. Ici, comme il n'y a plus de rotation autour de la chaîne, on voit que ces deux molécules ne sont pas les mêmes. D'accord? Puisqu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre juste en faisant une rotation, puisqu'il n'y a plus de rotation, donc ce sont des molécules différentes. Si ce sont des molécules différentes, mais de même formule brute, ça s'appelle donc des isomères. Ce sont, comme c'est un changement de géométrie sur isomère géométrique. Cet isomère où la chaîne, les deux suites de chaînes carbonées, donc qui ne sont pas des hydrogènes, sont du même côté, est appelé l'isomère Z, de l'allemand Zusammen. Et celui-là où les groupements carbonés sont opposés va être appelé isomère E, de l'allemand Entgegen. Ce sont deux molécules différentes, donc elles ont des propriétés chimiques différentes, par exemple leur solubilité dans l'eau ou la température de changement d'état. Elles ont des caractéristiques différentes, ce sont deux molécules différentes. Ces changements de propriété des isomères ZE est à l'origine du mécanisme de la vision. Je vous laisse trouver comment dans votre livre. Le cours en ligne est fini. Merci à tous, à bientôt.